Ok, let's go. Salut mon cher Simon. Salut Joseph, je suis très très content d'être là, en retard, je tiens à préciser, et voilà. C'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Mais c'est pour la bonne cause. Ouais, tout à fait, j'étais avec des très bons clients qui s'appellent Tressé Paris, on a fait le lancement hier, donc Bravo. j'en ai profité pour... Bah bravo à nous surtout, c'est le cas, on fait le site. Hein. Non, mais du coup, voilà, donc j'ai profité pour passer les voir, on a pas mal parlé, donc je suis en retard, et voilà. Mais je suis pas tout le temps ça. C'est pas grave, on a le temps. Écoute, moi je suis hyper content de te recevoir. On se connaît depuis un petit moment maintenant. Et oui, à l'époque de Wink. C'est ça exactement. Tu sais, quand tu m'as appelé tout à l'heure, il y avait écrit Wink en gros. Il faut changer ça tout de suite. C'est plus possible de garder ça. Mais Loyally, s'il vous plaît. Voilà, Loyally. Eh ben écoute, Simon, hyper content de te recevoir. En vrai, ça va être assez cool. Donc écoute, on va parler donc Shopify, hein, bien sûr. On va parler aussi un petit peu bonne pratique, un petit peu aussi CRO, tous les tips que tu peux partager aussi de temps à autre, notamment sur LinkedIn. Donc et puis aussi un peu d'IA. Donc voilà, on va couvrir pas mal de sujets. Donc très hâte de commencer. Et puis donc, comme d'habitude, hein, ce que Paul-Louis a lancé comme tendance maintenant sur le podcast, j'ai vu. c'est déjà de te présenter, mais voilà, peut-être nous dire un petit peu aussi ce que toi, en dehors du taf, tu fais. Je sais que tu fais pas mal de trucs à côté, donc raconte-nous ça un peu peut-être pour présentation commencer. Perso. Non, mais écoutez, je m'appelle Simon Lefebvre, je suis un des 3 cofondateurs de Moon, qui est une agence experte Shopify. Donc mes 2 autres cofondateurs sont Thibaut Briet et Benjamin Brisebout. Qui clairement font surtout le travail. Moi, je fais plutôt la partie, on va dire, partenariat, image de l'agence et organisation, mais ils font vraiment un taf de ouf. Salut. Ouais, carrément. J'étais avec eux au téléphone il y a 1 minute avant de commencer ce podcast. Non, et écoutez, ça fait 5 ans qu'on existe et qu'on s'est expertisé sur Shopify. Avant, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on était développeur déjà, mais aussi d'applications web. Donc on faisait déjà plein de choses, on a même fait du WordPress, très très peu de Magento mais un peu quand même, et aussi du PrestaShop. Donc en fait c'est pour ça que quand on nous demande de comparer les solutions, on arrive assez souvent à expliquer. Alors très honnêtement on connaît plus très très bien ces plateformes, donc c'est très difficile pour nous de dire que c'est mieux, moins bien, etc. Mais en tout cas on connaît aussi les défauts de chacun, mais Shopify y compris d'ailleurs. Hein. Donc on en parle. Et sinon pour finir ma présentation, comme tu l'as dit, je suis pas mal aussi sur LinkedIn, j'essaie de poster 1 fois par jour, sauf ces 2 dernières semaines où c'était compliqué. Mais j'ai fait pas mal de podcasts aussi à une époque qui n'étaient pas forcément sur l'e-commerce, qui s'appelle Contrevent pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis sinon on a notre propre podcast aussi où j'espère pouvoir t'inviter un jour, je te l'avais dit, il faut qu'on s'organise ça avec grand plaisir, mais voilà, qui s'appelle le Shop des Titans. Et sinon à côté qu'est-ce que je fais, je cours un peu, je vois mes potes et je suis passionné de surf, même si j'ai un niveau relativement middle, on va dire. Comme tout le monde, hein, je ouais, pense, voilà. Mais c'est difficile de dire que t'es passionné de surf et en même temps de savoir que t'es pas très bon, tu vois. Je trouve que c'est un bon signe, en vrai. La persévérance. Ouais. Non, en tout cas, j'adore ça. Donc du coup, dès que j'ai du temps libre, j'essaie d'en faire aussi souvent que je peux. Voilà, un peu. Eh ben écoute, génial. Et donc, écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que vous êtes une agence Shopify ou une agence QVMA ? Parce que j'ai l'impression, en regardant les différentes émissions, que en fait, vous accompagnez presque toutes les marques Shopify qui se lancent sur l'émission. Hein. Pour partie, je sais que vous faites pas du tout que ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont passés dans l'émission. J'ai l'impression, non ? Ouais, c'est gentil de dire ça. En réalité, on en a eu que 4. C'est déjà très bien cette année qui sont passés dans l'émission. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup communiqué à ce moment-là là-dessus, donc tout le monde était beaucoup m'ont dit ce que tu es en train de me dire. Donc ouais, on a eu 4 marques qui sont passées cette année. Donc on a eu, il faut que j'essaie de m'en souvenir, Auré, Enercall, Pimpan, merci, et Dijon qui sont repassés. Ouais. Donc même si Dijon était déjà passé, on a quand même préparé des choses pour le passage. Mais en réalité, tout le monde me dit vous avez trop de chance et tout. Alors oui, on a trop de chance, ça fait beaucoup de communication et beaucoup de gens viennent nous contacter aussi à la suite de ça. Donc c'est une période où on a beaucoup de demandes aussi. Ouais. Mais en réalité, cette période-là, elle est assez difficile pour nous mentalement parce que c'est beaucoup de pression. Quand tu as toutes les semaines ton client qui passe à la télé, il faut t'assurer que tout le parcours client soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du paiement, etc. C'est vraiment stressant, honnêtement. Et en plus, on reste jusqu'à minuit, 1h des fois. Genre Auré et Dijon sont passés super tard cette année. Ouais. Et du coup, tu restes devant ton PC, t'attends juste que ça passe. Et en fait, ils arrivent tard. Donc c'est pas des moments hyper faciles. Alors évidemment, on va pas se plaindre, on est trop content
Et ils ont tous fait des super trucs. Ils sont tous très très contents. Ça a eu des impacts. Ça a des impacts énormes. Ouais. Si tu veux, on pourra en parler juste après. Mais et tu disais que justement vous prépariez pas mal de trucs en amont. C'est quoi un petit peu la checklist de Moon Moon avant le passage d'un client? C'est des choses assez classiques. Alors déjà, la première consigne, c'est pas de modification sur les sites 2 semaines avant le passage. Ouais. Alors ce qu'on respecte pas toujours, mais en réalité c'est généralement pas trop nous qui poussons ça parce que nous on essaie d'être le plus safe possible. Bon, par contre on fait au moins tourner une semaine sans modification. Et après les bonnes pratiques, c'est des choses assez bêtes mais qui sont pas forcément toujours sexy, mais c'est de rappeler que la marque est passée dans Qui va être mon associé avec un logo Qui va être mon associé quelque part. Assez rapidement la photo des fondateurs, idéalement hero banner. Changer ses métadescriptions et métatitres. Donc pour ceux qui ne savent pas, les métatitres notamment, c'est ce qui apparaît dans Google lorsque vous faites une recherche. Donc, par exemple, si tu tapes Pimpant, le soir de Qui va être mon associé, et que tu as juste écrit les cosmétiques, pas les cosmétiques, pardon, mais les produits du quotidien en poudre, par exemple, je dis n'importe quoi, si Baptiste en français va me tuer. Du coup, ça ne catche pas. Alors que si tu mets il passe dans Dijon, Pimpant, les produits machin, les gens tout de suite voient, parce qu'ils sont en train de regarder l'émission, ils voient qu'il y a écrit ça, etc. Positionner pas mal de pubs à ce moment-là aussi, parce que c'est la bonne occasion à ce moment-là pour tes concurrents de se positionner sur ta marque le soir de Qui va être mon associé. Donc faire très attention, parce que les gens se disent bah oui, mais en fait, je serais forcément premier en SEO à ce moment-là, mon site il tourne depuis longtemps. Oui, ça c'est vrai. Par contre, si tu as des concurrents un peu smart, ils achètent ton mot-clé ce soir-là, et si tu l'as pas acheté, tu vas perdre du trafic. Et à une époque, je ne me souviens plus quelle marque avait fait ça, je crois que c'était des marques qui faisaient des comment ça s'appelle, tu sais, des bocaux en verre avec des plantes dedans, des terrariums. Ok. Je crois qu'il y avait une marque de terrarium qui était passée, son concurrent s'était positionné dessus, bref. Et du coup, ça avait perdu vachement de trafic et ils se ressemblaient beaucoup les marques en plus. Bref, il faut faire gaffe à ça. Après, un des points principaux aussi, c'est créer des packs le soir même. Donc, de façon un peu triviale, tu peux juste créer un pack Qui va être mon associé, voire plusieurs, sur lequel tu fais un pricing avec un FOMO sur ce soir à minuit ou demain. Enfin, généralement, il faut dire le soir même, mais les marques laissent plus longtemps généralement, mais ce soir à minuit, fin de l'offre, etc. Et comme ça, les personnes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup de ce qu'on appelle les prospects froids qui viennent sur ton site à ce moment-là. Donc, ils connaissent pas ta marque. Ils t'ont vu à la télé, ils trouvent ça cool, mais ils connaissent pas ta marque, ils savent pas exactement comment ça fonctionne, ils savent pas quel est ton best-seller, machin. Donc, il faut vraiment les orienter direct sur te prends pas la tête, tu me connais pas, tu m'as vu à la télé, tu m'as trouvé sympa, tu veux tester mes produits, prends ce pack. Il est à 19,90€. Spécial QVMH. Exactement. Okay. Faire attention à son pricing aussi. On peut se dire ok, je passe à la télé, les gens sont prêts à mettre un peu plus cher. C'est pas totalement vrai. Il faut réussir à garder un prix qui est, j'estime, sous les 30€. Par exemple, si on prend Pimpant, le soir même, leur panier moyen était aux alentours des, je crois, 18 ou 20€, tu vois. Ce qui n'est pas très élevé pour du e-commerce parce que tu as les frais de port et tout. En revanche, ils ont fait énormément de ventes. Ils ont capté beaucoup de mails, beaucoup de prospects. Et du coup, après, pour retargeter, c'est important. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points aussi qui nous concerne un peu moins parce que nous, on n'est pas des agences d'acquisition. Alors, on fait du tracking maintenant, notamment du server-side, mais c'est de faire attention à ce que justement ton tracking et pour ton retargeting après sur Facebook notamment, etc., soit hyper bien calibré pour ne pas perdre justement ce retargeting derrière parce qu'en fait, tu as un trafic qui est énorme et voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et après, il y a d'autres choses, mais voilà. Alors, bien organiser ses menus aussi, hyper important à ce moment-là. T'embête pas à essayer de montrer l'exhaustivité de tes produits, les gens en ont rien à foutre. Parce qu'à partir du moment où dans Qui va être mon associé, tu as une deuxième marque qui passe après toi, là tu vois le trafic qui passe de 20 000 personnes sur ton site à 100 en 2 minutes. J'exagère, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça, donc il faut faire gaffe. Donc il faut faire attention à tous ces points. Et après, le point que je voulais aborder, mais qui n'a rien à voir avec nous, je parle beaucoup là, non c'est l'heure de passage sur laquelle tu vas passer. Donc là, évidemment, tu n'as pas la main dessus, mais typiquement Pimpant qui est passé à 10h et Auré et Dijon qui sont passés après minuit, tu peux diviser par 10 ton trafic. Et du coup tes revenus aussi ce soir-là. Donc ça c'est un peu un gros impact. Tu vois, Dijon typiquement elles étaient surprises cette année, elles ont dit on a fait quand même
beaucoup moins de ventes que l'année dernière. Ouais. Mais oui, mais l'année dernière, tu es passé à 22h avec la coupure pub, ce qui a été le cas aussi pour Pimpant, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. En plein milieu, tu veux dire, tu passes et pendant que tu passes, tu as une coupure pub, donc les gens vont aller voir ton site. Exactement. Et ça a un impact énorme. Bah ouais, j'imagine. Donc si vous connaissez les gens chez M6, il faut un peu aller les draguer pour leur demander. Puis peut-être faire une prestation qui marque les esprits pour qu'ils te mettent un pic d'audience ou je sais pas. Exactement. Et ça, on a commencé à être contacté par d'autres marques qui vont sans doute être sélectionnées pour l'année prochaine. Ouais, ok. Avec qui on va probablement bosser. Donc on en a 2 là. C'est pas confirmé, mais avec qui on bosse et on commence à les conseiller. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais il faut que vous soyez remarquable. Ouais, c'est pas ça. dans le sens, t'es une personne hyper smart et tout, mais il faut que ton passage télé, ça reste de la télé. Hein. Ouais. Du divertissement. Typiquement, Enercool, ouais. Tu vois, Enercool, c'est des Nantais, donc on les connaît bien. Maxime, je le croise de temps en temps. Ouais, tu dois bien connaître aussi. J'ai croisé. Je crois le lendemain ou le surlendemain au Palace à Nantes. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est tous les 2 Nantais en fait. Voilà, tout à fait, on peut le dire. C'est vrai que j'ai pas dit ça. C'est la meilleure ville de France. Une des meilleures villes malgré ce qu'on peut dire dans les médias. On voit Maxime qui fait oula. Non, c'est quand même vachement dangereux, il faut se promener avec un flingue. Non, c'est faux. Non, mais du coup, il disait, bah oui, ça reste de la télé en fait. Et tous ceux qui sont passés maintenant sont plus trop naïfs par rapport à ça parce qu'en effet, ça reste de la télé. Si tu as un super produit, mais qu'en fait ton passage télé il est bidon, soit ils vont pas te passer parce qu'il y en a qui sont enregistrés et qui passent pas. Hein, ils font le tri après. C'est l'enfer ça. Et en plus, tu le sais très très tard si tu passes ou pas. Ok. Tu le sais, je crois, genre les enregistrements c'est en septembre et tu le sais qu'à partir du mois de novembre, je crois quelque chose comme ça. Donc pendant 2 mois, tu sais pas, t'as enregistré, on fait en fait votre passage était nul, voilà. Donc ouais, il faut, ça reste de la télé. Donc si là, je pense qu'il y en a quelques-uns peut-être qui nous écoutent, qui sont en train de postuler. Faites un passage remarquable, évoquez des sujets sociétaux aussi. Alors, vous ridiculisez pas pour juste paraître à la télé, mais essayez d'avoir de l'impact. Par exemple, Pimpant, s'ils les ont passés pendant la pub, c'est parce qu'ils ont abordé le sujet des 4 jours de travail par semaine et que notamment Marc Simoncini a réagi assez froidement à ça. Un peu tous d'ailleurs, Anthony Bourbon aussi. Oui. Et ça, clairement, ça a fait réagir. C'est-à-dire, non, mais le travail de 4 jours et tout. Et sujets sociétaux. Et après, en plus, en dehors du fait que M6 a capté que c'était un sujet et que ça allait faire parler, les gens, ils ont eu vachement de soutien par rapport au lendemain, tu vois. Les gens disaient, mais ils ont rien compris, c'est ça le futur, c'est 4 jours par semaine, machin. Ouais. Et du coup, c'était hyper intéressant. Donc, si vous abordez des sujets comme ça, c'est très intéressant. Et Dijon, elles étaient passées aussi en coupure pub parce qu'elles avaient refusé l'offre pour 1% de capital, ce qui était jamais arrivé. Donc en fait, je savais pas ça. En fait, elles avaient proposé, elles demandaient, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais un truc comme 200 000 pour 8%. Ouais. Et au final, j'ai plus son prénom. Éric Larchevêque proposait 200 000 pour 9%. Ils voulaient 1% de plus. D'accord, ok. Et ils ont dit non, tu vois, pour 1%. Et du coup, ça, même si ça avait passé, parce que c'est genre le truc en mode mais c'était à 2 doigts de se faire. En fait, elles disent non, c'est elles qui retournent le truc, machin, tu vois. Ouais, donc, voilà, bref. Et toi, t'en penses quoi de la semaine des 4 jours, du coup, pour qu'on fasse plus d'audience Moi, je trouve ça très bien. On aimerait faire ça, mais c'est très, très difficile. On en parlait juste avant sur le balcon, on est en croissance, et donc on se pose la question de savoir si est-ce qu'on reste avec une équipe stable. Et on se dit, OK, on se concentre que sur certains clients avec un niveau de qualité très élevé, ou est-ce qu'on continue à grossir le chiffre d'affaires Donc, bref, on n'est pas trop dans cette phase-là, mais clairement, on aimerait beaucoup arriver à ça. Mais toi comme aussi. nous tous. Hein. Moi, j'adorerais, mais bon, c'est toi, vrai je pense que t'es pas dans le bon moment pour faire ça. Je pense que c'est pour le moment impossible. Ouais. Mais peut-être un jour, qui sait. Et cool, là tu as partagé pas mal de tips, franchement hyper intéressants, des trucs auxquels franchement tu peux pas penser quoi, si on te le dit pas. Même des trucs que tu découvres quand tu analyses a posteriori, les statistiques du passage, l'horaire on savait, mais l'impact il est, tu vois, x10 c'est vraiment ça. Mais c'est quasiment mathématique quoi, c'est vraiment, c'est inversement proportionnel. Inversement exponentiel, je sais pas comment on dit, bref. En gros, plus le temps passe, tu divises par 2 ton audience, quoi. Tu vois, en gros, toutes les heures, tu divises par 2. Donc, c'est assez important. Ok. Et typiquement, là, tu as donné beaucoup de recos pour des marques qui potentiellement vont passer sur l'émission Qui veut être mon associé. Mais au-delà de ça, sur d'autres marques que tu accompagnes, quand tu commences justement cette partie-là, j'imagine qu'une des premières steps, c'est justement de faire un peu un audit. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton process
et quels sont un peu les plus gros sujets aussi que tu vas vouloir scoper pendant celui-ci? Ouais, c'est assez variable en fait de comment on travaille parce que soit en fait quand c'est une refonte, ce qui arrive souvent, on va regarder un peu comment est fabriqué le site, quels sont les défauts principaux du site. Donc on va faire une analyse de rapidité du site, quelles sont les applications qui sont mises dessus, est-ce qu'elles sont utiles. On va regarder l'UX, comment il est fait, on va faire une petite analyse SEO aussi. Alors je rassure les agences SEO, on n'est toujours pas une agence SEO, mais on vient regarder si les balises titres sont bien positionnés, etc. Donc on voit un peu ce qui est cassé. Juste petite parenthèse, tu as fait un contenu récemment sur les agences SEO et, en fait, l'amour fou avec les agences ouais, bon alors ouais, enfin on l'a un peu tourné. En fait, j'ai fait un contenu avec Kate Herchuez de Flair Agency, que maintenant je commence à bien connaître, mais et en fait on a tourné ça un peu, c'est elle qui voulait faire un peu le match de boxe entre les deux parce qu'elle a le problème inverse. Et donc non, moi j'ai absolument rien contre les agences de SEO. Moi je trouve ça passionnant, moi j'adore ça. Ouais. On n'a pas le temps de creuser le sujet autant qu'on le souhaiterait. Mais non, on a absolument rien contre les agences SEO. Le problème c'est que les agences SEO des fois, enfin souvent même, viennent juste faire des analyses un peu brutes du site en disant bah voilà c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait tu ne prends pas en considération les spécificités Shopify. Ouais, et dans sa globalité en termes de parcours d'achat, voilà. etc. Et donc en fait, il faut aussi comprendre que des agences d'intégration comme nous, si tu veux mettre en place des recommandations SEO dès le départ aussi poussées que ce que proposait une agence de SEO, bah, ça demandait vachement de temps aussi pour les agences d'intégration. Donc en fait, ça fait un coût important pour les agences de SEO qui va facturer le client. Plus nous, on va devoir expliquer au client. En fait, on va devoir facturer aussi cet accompagnement qui est très important. Et le client a un petit peu de mal à se dire OK. Donc en fait, ce qu'on fait généralement et qui a moins d'impact, c'est qu'on vient préparer toute la base technique SEO. Donc on positionne bien les balises, on fait aussi attention aux mots-clés, on essaie de mettre un maximum de contenu sur les pages de collection, bref, etc., etc. Donc on met toutes les bonnes pratiques et après le lancement, on dit bah voilà, ton agence de SEO peut repasser dessus, on va faire des modifications à la marge pour vraiment qu'on ait la bonne chose à faire. Et en fait, ton impact, il est quasiment le même que si tu avais préparé pendant 4 mois avant, parce que, alors, sauf le contenu, c'est-à-dire que si tu évidemment, si tu as préparé 100 articles de blog et que tu les balances le premier jour, bon alors c'est pas une bonne pratique, il vaut mieux les étaler dans le temps, mais c'est quand même mieux que si tu n'as rien, ça c'est sûr. Mais en tout cas, sur la partie structurelle, tu pourras toujours le modifier dans un temps 2. Et après, pour revenir sur ta question initiale sur les bonnes pratiques, il y a plusieurs choses. Soit en effet, on regarde le site et on voit direct les défauts du site d'un point de vue structurel, d'un point de vue UX, parcours client. On fait, en fait, le site est pété, donc ça peut être des bugs de navigation, ça peut être des éléments qui sont pas bien placés, ça peut être de l'argument produit qui est très très mal structuré, etc. Si on voit direct que de toute façon le site il est un peu pété de base, c'est-à-dire que même toi, hein, tu vois, tu vas sur un site, tu vas les péter. En fait, on fait pas d'analyse UX et en tout cas CRO, tu vois, on va aller mettre du Hotjar pour regarder ce qui se passe. Ouais. Parce qu'en fait, on va direct voir que c'est de la merde. Alors évidemment, on surveille quand même les stats, c'est-à-dire on regarde la conversion. Si tu arrives sur un site qui est pété, mais que la conversion elle est de 5%, tu vas te dire, oh putain, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire gaffe à ce que tu fais. Il ne faut pas arriver en disant, ouais, nous on fait des super designs, la super intégration, on va tout péter, on va te faire un truc très stylé. Parce qu'en fait, si tu fais ça, il y a de grandes chances qu'en fait, tu te rends compte que la cible, ou en tout cas les clients de cette marque-là, sont habitués à cette structure. Ouais. Donc faire très très gaffe à comment tu la modifies, etc. dans ces cas-là. Par contre, si tu vois que le taux de conversion il est faible, là en réalité on ne se pose pas trop de questions, on refait le site avec les bonnes pratiques UX et à post-lancement, 3 mois généralement après, on fait une analyse pour regarder un peu si on a eu des bonnes perfs. Alors tu le vois assez rapidement, à 30 jours tu vois quand même si ça a eu un impact positif. Mais généralement ce que je propose c'est une analyse CRO au bout de 3 mois pour regarder vraiment comment se comportent les gens, ajuster à la marge. Et là, pour le coup, en CRO, tu as 150 000 trucs à faire pour ajuster la marge. Là, il y a un test vraiment basique que j'ai fait, enfin que je suis en train de faire là, avec une marque de cosmétiques. Dans leur couleur, les boutons, ils sont gris, assez clairs. Et eux, ils voulaient garder ça dans la charte. Donc, quand on a refait le site, on a gardé les boutons clairs. Pourtant, on avait prévenu, le contraste n'est pas ouf et tout. Bon, mais en même temps, on n'avait pas la preuve de c'est bien, c'est pas bien. Et là, on a fait un A/B test en mettant le bouton en noir, un peu plus gros. Donc, un peu moins stylé, mais par contre beaucoup plus visible et tout. Le taux de conversion il est 22% supérieur quand il est noir et le panier moyen est 30% supérieur. C'est un délire. Et honnêtement, même si c'était notre reco déjà de base de le mettre plutôt en noir, jamais j'aurais pu imaginer que l'impact il était aussi important.
Donc, tu as plein de trucs comme ça, un peu cons, auxquels il faut faire gaffe au lancement du site. Mais après, c'est un truc que je répète, et je m'arrêterai là après, que je répète à tous les lancements, et même avant les lancements. Je dis aux marques, je suis transparent avec eux, je fais le site parfait au lancement n'existe pas. Parce que ni vous, ni nous, même si on fait des sites toutes les semaines, on ne sait si ce site-là est exactement adapté à votre clientèle actuelle, aux prospects froids. Est-ce que dans le temps, par rapport aux offres que vous allez leur mettre en place, est-ce qu'il va être exactement comme ça, etc. Donc, ce qu'on propose généralement, c'est de dire, OK, on fait le 80% site parfait. Évidemment, on essaie de faire 100, mais c'est certain qu'il ne sera pas 100. On fait 80% site parfait et après, on vient ajuster dans le temps, etc. Et c'est notamment ce qu'on a fait avec Dijo. Le site, on l'a lancé il y a 1 an et demi, le nouveau site. Et si tu fais une photo entre il y a 1 an et demi et maintenant, il n'a plus exactement la même tête. On a modifié plein de petits trucs. La fiche produit, justement, on a relevé des arguments produits qu'on a mis un petit peu plus haut. Le bouton d'achat, il est un peu plus haut. On a un peu diminué la taille de la photo pour que tout ça remonte. Ouais, ok. Et c'est des trucs tout cons, mais qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le taux de conversion, notamment de Dijo, tu vois, il augmente dans le temps sur période comparable, tu vois. Ouais, ok. Donc bref. Voilà. Après, c'est vrai que le CRO, c'est, j'imagine, un sujet, on va pouvoir y revenir, mais assez complet. Et typiquement, c'est quoi un peu les plus grosses erreurs, les plus fréquentes que tu vois, typiquement, que peut-être ceux qui nous écoutent peuvent éviter alors, il y a un truc qui est tout con, mais c'est les... Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête, du coup. La première chose, pour moi, c'est la tagline sur l'aérobanner. Je vais parler des prospects froids. Après, j'ai plutôt la homepage en tête, parce que c'est la première chose que tu vois quand tu analyses un site. Mais en réalité, sur des sites qui ont de l'acquisition qui est très axé sur les fiches produits, c'est un peu différent l'analyse. Mais je vais partir sur la homepage, puis je parlerai un peu de la fiche produit après. Sur la homepage, les erreurs principales, c'est la plus bête, c'est que ta tagline, donc ta phrase d'accroche, n'est pas claire et n'est pas valorisante et ne donne pas envie d'acheter. Ta proposition de valeur. Ta proposition de valeur, merci, exactement. Elle n'est pas claire. Et l'autre erreur dans cette erreur, c'est de mettre ta marque dans cette tagline. Donc par exemple, c'est comme si tu mettais Loyoli, venez chez nous, on est stylé. Mais ok, c'est pas mal, ça. Ouais. Mais sauf qu'en fait, Loyoli, ok. En fait, j'ai déjà été sur ton site. Je sais que tu t'appelles comme ça. Okay. Vous êtes stylé, ok, mais pourquoi tu vois. Donc en fait, c'est pas ça. C'est que Loyoli, tu le vires, tu mets ton logo quelque part, tu le mets pas forcément trop gros non plus. Ça sert à rien, on s'en fout. C'est ce que je dis tout le temps. C'est soit les gens ne te connaissent pas et ils en ont rien à foutre que tu sois Nike ou Adidas, soit ils te connaissent et du coup ils savent déjà là où ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ne cherche pas absolument à mettre ta marque partout. Les gens, ils s'en foutent. C'est ton produit qui est important. Tu vois, Dijo, ça fonctionne très bien. Si elle s'appelait Loyoli, ça serait pareil en fait. Tu vois, ça change rien du tout. Le nom ne change absolument rien. Si jamais les filles veulent acheter notre nom de domaine, voilà, on peut s'arranger. C'est ça. J'en tirerai 2 mots. Non, mais voilà. Donc du coup, ça c'est une des erreurs principales. Donc faites très attention. Avantage produit à mettre en avant. Typiquement, tu vois, sur Auré, on a fait des tests, des A/B tests aussi avec la proposition scientifique qui est plutôt leur approche parce que leur produit il est très différenciant et ça c'est très bien. Mais où on mettait en avant bêta-carotène, machin, etc. Parce que eux disaient, mais en fait, les gens recherchent ces termes-là. Et en fait, ils avaient raison, mais j'ai proposé moi une alternative où je disais 10 fois plus concentré. Je sais plus exactement ce que j'ai mis, mais en gros, 10 fois plus concentré que vos cosmétiques et 100% naturel. Et en gros, je suggérais dans cette phrase-là que en fait, tu étais potentiellement 10 fois plus efficace aussi, tu vois. Et en fait, c'était la version qui fonctionnait le mieux. Parce qu'en fait, l'argument scientifique, en fait, les gens, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit efficace. Et après, ils vont aller creuser. C'est ça, toujours dans ce sens-là. C'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va m'être utile? Et après, c'est OK, est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est fait en France? Ah ok, et je me rassure, et du coup je me dis, si j'achète ce produit-là, je fais pas une bêtise, etc. Tu veux d'abord résoudre un pain, et puis ensuite le reste, c'est plutôt du nice to have qui va te convaincre que je vais prendre celle-ci plutôt qu'une autre. Et donc la bonne nouvelle dans ce conseil, c'est qu'en fait, vous pouvez tous le changer dès maintenant en écoutant ce podcast. Et posez-vous la question de, est-ce que je dis clairement à quoi sert mon produit? Et franchement, j'ai pas de stats, mais je dirais que je pense qu'il y a au moins 50% des e-commerce actuellement qui font pas ça. Donc ça, c'est un truc sur lequel je tombe tout le temps, je le dis tout le temps. Et je dis, mais en fait, t'as même pas besoin de dépenser des sous pour faire ça, tu peux le faire toi-même, tu vois, réfléchis à vraiment qu'est-ce qui a de la valeur. Bref, et après, tu peux faire de l'A/B test à pas très cher. T'as des solutions comme Shoplift qu'on utilise, tu vois, qui sont... Shoplift, toi, n'hésite pas si t'as un max d'outils. Ouais, voilà, Shoplift, très bien. 50$ par mois. Franchement,
tu les récupères dans la foulée, quoi. Ok. Ah oui. Ça fait quoi exactement ça fait de l'A/B test et tu peux faire de l'A/B test sous plein de formes. C'est-à-dire que tu peux mettre 2 thèmes en parallèle à 50-50 si tu le souhaites. Tu peux faire du ABC test. D'accord. Tu peux tester la conversion, le panier moyen, le CTR, donc click-through rate. Est-ce que les gens passent à une page après cette page-là? Tu peux les modifier juste des petits trucs. Donc tu peux faire des modifications de code. Donc ça, c'est cool. Okay. Enfin, pour nous, c'est intéressant parce qu'on peut faire des grosses modifications si on veut sur de l'A/B test. Bon, alors ça, faut pas le faire. Faut bien le faire, quoi. Ouais, faut bien le faire et essayez pas de le faire vous-même. Je suis pas en train d'essayer de vous vendre une prestation, mais faites gaffe, quoi. Donc il y a ça. Donc la tagline hyper importante et hyper basique, mais pourtant franchement, ça fait déjà 20% du taf, quoi. Le deuxième point, et ça je le vois encore hyper souvent on est en 2024 là, bientôt juin 2024 quand on enregistre, c'est les notes clients. Alors évidemment il y a des marques qui les mettent pas volontairement, donc genre des marques de luxe, etc. Donc par exemple Tressé là qu'on a lancé hier, dont je te parlais, on ne le met pas parce qu'en fait ça se prête pas à ça, tu vois. Tu vas pas dire mon produit il a 4,7 sur 5. Mais par contre sur tout le reste, on va dire les produits de consommation un peu classiques, la cosmétique, les produits de salle de bain. Tout, tu vas chercher de l'efficacité en fait. Exactement. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. T'as raison, c'est peut-être ça. Tu vois, j'ai même pas analysé comme ça, mais je pense que c'est ça. Et ça encore, il y a pas. Et des fois, quand il y a, t'as pas été chercher assez de notes. Et d'ailleurs, je pense que des outils comme les vôtres peuvent aussi aider à faire ça, tu vois, à venir récupérer de la note, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. Mais ça encore, c'est sous-exploité. Et au travers de ça, l'emailing, tu vois. Donc relance d'emailing, et en plus avec Klaviyo, franchement, tu peux faire des trucs un peu toi-même. Après, tu as des agences qui font ça ici hyper bien. Donc ça, on va dire la réassurance par les notes clients, hyper important. Pour juste finir sur ce point-là, ce que je dis aussi régulièrement, c'est qu'en fait, les notes clients, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand tu n'es pas connu, quand tu es une marque qui n'est pas connue, et que tu vas, par exemple, acheter chez Pimpan. Tu arrives chez Pimpan, tu dis j'aimerais bien tester le dentifrice en poudre, mais tu n'as jamais testé, tu dis je vais peut-être passer pour un blaireau si j'achète du dentifrice en poudre, mes potes ils vont se foutre de ma gueule. Tu vois, vraiment faux. Ce que je dis, c'est pas du tout un cliché, c'est la réalité. Ouais, totalement. C'est-à-dire quand tu dis j'ai acheté du dentifrice en poudre, du dentifrice en poudre, what the fuck et tout, tu vois. Donc en fait. Un bobo. Ouais, exactement. Donc si t'as pas de note client sur ce site-là, que tu vas acheter ce dentifrice en poudre, que tu le reçois, et que tu dis et que tu trouves que c'est de la merde, et que tout le monde se fout de ta gueule, les gens vont dire oui, t'es con, le dentifrice en poudre, c'est de la merde, tu vois. Alors que s'il y a déjà eu 2000 personnes qui l'ont acheté avant, en fait, si jamais le produit est pas bien, tu pourras dire franchement, il y avait déjà 2000 personnes qui l'avaient acheté avant, ils étaient tous satisfaits, tu vois. Et donc en fait, tu passes moins pour un con parce qu'en fait, t'as acheté alors que normalement, t'avais toutes les preuves qui disaient que c'était bien, tu vois ce que je veux dire. Alors, je rassure, les dentifrices de Pimpan sont très bien, hein, je m'en sers notamment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est qu'une question d'orgueil et de société. C'est-à-dire, pour pas passer pour un blaireau auprès de tes potes, n'achète pas un produit sur lequel tu n'as aucune réassurance. Parce que si tu l'achètes et que c'est de la merde, les gens vont dire oui, c'est de la merde, t'as aucune note, tu vois bien que c'est un site pété, tu vois. Ouais, ça permet aussi de traiter en fait les objections que tu peux avoir dans ton esprit en fait. Exactement. Tous ces avis-là. Exactement. Okay. Et je finirai avec un dernier point. Il y en a plein d'autres. Hein, je pourrais discuter pendant des heures. Mais le troisième point que j'ai repéré aussi un peu plus tard, on va dire, mais c'est l'organisation de ton menu. Ça peut paraître con, mais le menu c'est un des trucs et parfois l'élément le plus cliqué sur ton site. Okay. Alors en moyenne c'est sans doute le plus cliqué, mais je parle surtout de la homepage encore une fois, mais c'est un des éléments les plus cliqués, donc il faut clairement organiser ce menu et en mettant en accès très rapide tes produits best-sellers et les produits que tu sais que les gens sont venus chercher. Ce que je dis souvent, c'est si tu vas au McDo, je parle à chaque fois de ça, je fais pas de pub pour McDo, mais quand tu vas au McDo, c'est comme si tu arrives au McDonald's et qu'en fait, tu trouvais pas les burgers, tu vois. Tu avais des salades, des machins, des nuggets, des trucs, mais tu trouvais pas les burgers. Et tu fais putain, mais trop relou, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, je veux un Big Mac. Mais là, c'est la même chose. Donc, oui, tu as des salades, mais par contre, tes salades, elles sont en deuxième si jamais les gens, ils veulent pas ton Big Mac, tu vois. Donc, tu vas aller. Et donc là, c'est la même chose. Si toi, ton best-seller, c'est de vendre ton jean, typiquement Tressé, pour reparler d'eux, un de leurs best-sellers, c'est les jeans. Ils font
eux, c'est pas leur kiff forcément de vendre les jeans parce que ils font plein d'autres trucs hyper stylés et tout. Donc t'es tenté de vouloir mettre en avant ces produits-là. Ouais. C'est pas là que je peux mettre en avant, mais si tu veux faire du chiffre d'affaires, t'as plutôt intérêt à quand même rendre ton jean très très vite dispo sur ton site. Et après, en deuxième, ton produit le deuxième plus vendu, etc. etc. Okay. Et tu peux intercaler tes nouveautés éventuellement au sein de ces best-sellers et des trucs que tu vends bien. Mais là, par contre, c'est juste des maths. Si tu présentes à 100 personnes ton best-seller, tu as plus de chances qu'il soit vendu que si tu présentes à ces 100 mêmes personnes un truc qui est un peu de niche, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les 3 trucs un peu basiques, les conseils que je pourrais donner. Mais vraiment, il y en a plein d'autres. C'est ceux qui sont un peu les plus obvious et que tu remarques souvent, qui te sautent à l'œil quand ouais, tu vois, et sur sur lesquels tu peux agir assez rapidement aussi. Ouais, ça, clairement. Ça, c'est cool. Sur le menu, en vrai, c'est des choses sur lesquelles... le menu, la mise en avant des produits best-sellers, ça paraît con, mais c'est un truc sur lequel je me bats vachement avec les clients. Ouais, tout et tu vois, par exemple, Auré, j'ai refait des tests aussi, des A/B tests, parce qu'eux voulaient absolument mettre en avant leur pack qui coûte cher. Je dis, vendez plutôt des produits aussi moins chers, qui sont un peu plus best-sellers, c'est ça que vous vendez le plus. Et on a switché, et là, tu vois direct la différence. Ouais. Et après, évidemment... Prix, ça reste le premier facteur. Hein. Mais oui. On a sorti je fais une petite vas-y, pub. On a sorti ce matin un contenu sur en fait, la fidélité et les Français. Et effectivement, on n'a rien inventé, hein, mais le prix, ça reste quand même la raison numéro 1 pour lesquels les clients passent une première commande et même une deuxième ensuite. Donc, si tu fais peur avec ton prix, surtout sur un premier client, un prospect froid, encore une fois, c'est sûr que ça peut être rébarbatif directement, quoi. Carrément. Non, mais ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est le e-commerce, c'est du commerce en fait. Donc en fait, c'est pas parce que t'es sur internet que tu vas réussir à vendre plus facilement, tu vends pas forcément plus difficilement non plus, mais il faut que tu fasses attention à ton prix, à ton service, à comment tu parles aux gens, est-ce que tu donnes des bons conseils, est-ce que toutes les informations sont là. Et typiquement sur des produits comme Auré, en fait, on s'aperçoit que les gens cliquent vachement sur les descriptions techniques et contenu et ingrédients des produits, tu vois. Alors que sur certains autres produits, c'est un peu moins le cas. Et pour autant, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait les tests sur la homepage. Les gens, les ingrédients, ils en avaient un peu rien à foutre, ils préfèrent l'efficacité. Par contre, une fois qu'ils sont sur la fiche produit, qu'ils ont capté que c'était efficace, ils vont regarder si la composition, elle est pas merdique. Ok. Voilà. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, je pense qu'il y en a pas mal qui se posent un peu la question, la différence entre Shopify et Shopify Plus. On voit un fort taux d'équipement là en ce moment sur Shopify Plus de plus en plus, donc curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, j'ai très très souvent cette question. J'imagine, ouais. Ouais, alors, les différences sont multiples. Alors, moi ce que je dis c'est que Shopify Plus, c'est très bien, mais il faut que tu exploites les outils que te donne Shopify Plus. J'ai encore eu la question en début de semaine avec un des clients qui a une croissance très forte, qui hésite à passer sur Shopify Plus et qui est dragué par Shopify. Et il me dit qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que je devrais y aller parce que je vais atteindre tel chiffre d'affaires ? Mon discours c'est ok, il y a comme outil, ça va me permettre de donner une différence. Tu as comme outil une partie B2B qui est très élaborée, qui fonctionne très bien, qui te permet de faire de l'upsell. Si tu ne fais pas de B2B déjà, c'est un peu con. Okay. Bon, il y a d'autres trucs. L'autre élément que tu as, c'est que tu peux intégrer des applications, notamment d'upsell, dans le checkout. Et de fidélité. Nous, on voit une grosse différence sur... Nous, forcément, on adore les clients Shopify Plus, parce qu'avec Loyally, en fait, tu vois combien de points tu peux gagner. Carrément. Et tu peux aussi échanger soit tes points, soit tes bénéfices, si c'est un programme qui n'a pas de points. Directement dans le checkout. Ouais. Et ça, c'est x2 en termes de performance, donc c'est assez insane. Exactement. Ce qu'on peut faire. Mais tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer et mettre en avant avec des statistiques. Aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour dire parce que nous on fait des apps dans le checkout, hein. Mais pour dire que t'as tel retour sur investissement si tu fais ça, etc. Donc c'est assez compliqué de bien l'expliquer. Mais en tout cas, si tu le fais, c'est quasi certain. Encore une fois, c'est juste des maths. Si tu as un endroit sur lequel tu n'avais aucun upsell et que d'un coup t'en mets, même si tu fais une vente tous les 200 checkout, en fait, ça te fait forcément de l'upsell. Et en fonction de ton niveau de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant. Donc, il faut que tu captes ça. Ensuite, tu vas avoir un truc qui est assez intéressant qui s'appelle Launchpad.
qui te permet de programmer des changements sur ton site à des heures précises. Ça peut être le lancement d'une nouvelle offre commerciale. Donc, par exemple, tu as un produit qui va changer de prix le 24 décembre à minuit, j'en sais rien. Tu vas changer ta landing page, pareil pour le Black Friday, par exemple. Black Friday, tu vas dire, moi, le Black Friday, il commence le jeudi à minuit. J'ai n'importe quoi. Plutôt que de te dire, alors soit tu lances à 21h et tu te dis, bon, ok, ça peut être une stratégie, ou soit tu dis, ouais, je fais un truc où vraiment ça se lance à minuit pile. Et plutôt que de rester comme un con derrière ton écran à cliquer sur le bouton pour changer ton thème, en fait, tu peux programmer ça. Et tu peux programmer plein de petits trucs comme ça. Tu as aussi accès à quelque chose qui s'appelle Shopify Functions, qui te permet... parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, je crois. En fait, qui te permet, pour expliquer aux gens, qui te permet de faire des modifications dans le back-end de Shopify auquel tu n'as pas accès en temps normal. En fait, c'est une espèce de, on va dire, c'est des espèces de mini-scripts qui te permettent d'aller modifier dans le back-end des choses en toute sécurité. Parce que Shopify, pourquoi ils ne donnent pas accès au back-end? C'est parce qu'ils disent on veut pas que tu pètes le truc, etc. Qui est différent de PrestaShop ou de Magento. Alors Magento, je ne vais pas dire que je crois que c'est le cas aussi. Mais donc c'est un peu plus délicat. Tu vois. Donc ils ne veulent pas donner accès. Par contre, ils disent OK, les marques, les agences comme nous ont besoin d'aller faire des modifications dans le back-end. Donc on va leur donner des outils pour pouvoir les modifier. Donc ça, tu as accès à ça aussi. Donc typiquement, ça peut être un truc qu'on a fait pour Dijon, c'est modifier la présentation des systèmes de paiement. Donc par exemple, le paiement en 3 fois n'est pas présenté pour certains clients ou n'est pas présenté dans certains pays. Donc voilà, donc c'est des choses que tu peux faire. Évidemment, la présentation de certains systèmes de paiement, ça impacte la partie de checkout et donc la partie back-end qui est un peu plus profonde que juste le front qui est quand même la grosse partie de notre travail sur les thèmes. Donc tu as ça. Tu as aussi plus de serveurs qui sont ouverts pour ton site. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Parce que international, du coup, plutôt alors oui. Plus de serveurs, tu veux dire Alors, c'est-à-dire que par exemple, en France, j'ai pas les chiffres, mais on va dire, tu as Shopify sous-traite avec Google, je crois, ses serveurs. Et on va dire, Shopify a 20 serveurs en France. Quand tu es un Shopify classique, tu en as 15 qui sont ouverts. Et donc, en fait, la rapidité de ton site dépend de ces 15 serveurs. Et du coup, quand tu es sur Shopify Plus, tu en ouvres 5 de plus. Alors, je donne ces chiffres-là, je sais pas exactement ce que c'est comme chiffre. Ce que je sais juste, c'est qu'ils ouvrent plus de serveurs pour que tu aies une rapidité de réponse, des call API beaucoup plus rapide. Au cas où tout le monde est en même temps sur les mêmes trucs, toi, alors des serveurs un peu prioritaires c'est pas exactement pour ça, c'est vraiment dans l'absolu, parce qu'en fait, Shopify a quand même un de ses gros avantages. Et pour revenir sur qui va être mon associé, ça c'est un des stress généralement. C'est que quand tu as ton hébergement qui est sur, par exemple, OVH, tu dois souscrire un niveau d'abonnement de serveur. Donc tu vas prendre un serveur avec une petite bande passante, parce que tu as un petit blog perso et tu as au max 100 personnes qui viennent par jour sur ton site en même temps, et encore. Et après, tu dis, OK, j'ai un plus gros site, je peux en avoir 1000 qui sont en même temps sur mon site, ou 10 000, ou machin. Donc en fait, il faut que tu adaptes ça. Si jamais tu es resté sur le premier forfait et que tu passes à la télé, ton site, il est down, c'est quasiment certain. Shopify, dans son forfait, quand même, parce que souvent, on a Shopify, c'est cher, etc. Donc oui, c'est un certain prix. Mais dans ce service-là, tu as quand même ce qu'on appelle les serveurs adaptatifs, donc c'est-à-dire que la bande passante s'adapte. La petite Evercloud au final. Exactement. Donc que tu es une personne ou 1 million. Alors 1 million, je sais pas ce que ça donne en même temps, mais en tout cas que tu es une personne où, tu vois, comme qui va de m'associer, où tu peux avoir 30, 40, 50 000 personnes en même temps sur le site, ça change rien. Ta rapidité est exactement la même, parce qu'en fait, ça s'adapte automatiquement. Là, ce que je disais, c'est que c'est la rapidité dans l'absolu. C'est-à-dire que Shopify vient faire quand tu es sur le front et que tu fais un achat, ça vient faire un call API à Shopify qui dit ce mec-là achète, donc du coup tu fais ça, etc. Donc ça, le temps de réponse se base sur les serveurs aussi en fonction de où ils sont géolocalisés par rapport où toi tu fais cet appel et tout. Et donc là, comme tu en as plus, tu as plus de chances d'avoir des serveurs plus proches de chez toi, et donc du coup le taux de réponse est plus rapide. D'accord, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'historiquement il y a peut-être, je sais pas, 7-8 ans, il y avait très très peu de serveurs qui étaient en Europe. Et du coup, Shopify était réputé comme étant plutôt lent comme CMS, parce qu'en fait, les serveurs étaient majoritairement encore aux États-Unis et au Canada. Donc en fait, le temps de réponse pour traverser l'Atlantique est un peu plus long. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en gros, c'est ça.
Donc voilà, donc il y a ces avantages-là. Après, tu as un support Shopify qui est dédié aussi. Donc ils sont beaucoup plus au taquet. Si tu as des questions, ils peuvent te conseiller. Donc ça, c'est assez cool. Ils analysent aussi tes stats. Donc c'est-à-dire tes stats de vente et tout. Ils te donnent des conseils. D'accord. Et l'autre point intéressant, évidemment, c'est que les commissions diminuent aussi que tu dois à Shopify. Donc en fonction de ton chiffre d'affaires qui est évalué, ça varie en fait parce qu'ils ont changé les prix récemment. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais qu'en gros, à partir du moment où tu fais 2,5 millions, 3 millions, ça commence à être un peu intéressant. En tout cas, le prix se rapproche assez de Advance, qui est le forfait d'avant. Donc à partir du moment où tu fais entre 3 et 5 millions, tu peux commencer à te poser la question, pour des raisons tarifaires, d'aller sur Shopify Plus dans tous les cas. Donc à partir de 2-3 millions, en gros, c'est ça? Ouais, exactement. Mais encore une fois, si tu fais 2-3 millions, mais que tu n'es pas sûr que tu vas utiliser les fonctionnalités dont qu'on vient d'évoquer, tu peux te poser la question, etc. D'accord, ok, très clair. Et toujours en restant sur Shopify et les différents outils qu'ils proposent, est-ce que tu en penses quoi, toi, de Shopify Point of Sale? Est-ce que tu as des exemples de clients qui l'ont mis en place? Oui, alors je maîtrise pas très bien Shopify POS, pour être honnête. C'est plutôt Ben, donc mon associé, qui connaît très très bien le sujet et qui a fait des mises en place. Donc notamment, on a fait une mise en place avec Muzu, qui est à Nantes, que tu connais peut-être. On n'a pas fait la mise en place, mais Tressé, ils ont aussi tout leur store qui ont POS qui est mis en place. On va faire des mises en place aussi pour Cocotte, qui est un de nos clients, qui fait des vêtements aussi. Donc voilà, on a sans doute d'autres exemples que j'ai pas forcément en tête. Mais en tout cas, l'outil s'est vachement amélioré. C'est très fluide. Ça permet de récupérer pas mal d'infos et notamment sur la partie fidélité, puisque on est là chez vous. Et c'est même un gros point, sans vouloir dire ça parce que je suis là avec vous, mais en effet, la fidélité, pouvoir avoir les points sur la partie la partie retail et la partie web, c'est un gros point fort. Et après, en dehors de ça, pouvoir aussi mutualiser les stocks, pouvoir commander aussi en ligne pour les personnes si jamais tu es en rupture de stock, pour le recevoir soit en magasin pour le client, soit voilà. Donc il y a vachement d'avantages. Tout est uniformisé. Tu as un seul outil, les gens se galèrent pas. Et honnêtement, tu dois aussi bien, voire peut-être mieux connaître le système que moi, mais c'est hyper ergonomique, tu vois. C'est clair. Donc une personne qui arrive en magasin, parce que là on parle de nous, du web et de ce qui nous arrange, mais en fait tu as aussi la réalité en retail tu as du turnover, tu as des vendeurs, des vendeuses, c'est ça. Et qu'il faut qu'ils puissent se servir assez rapidement de ces systèmes de gestion de caisse qui sont pas toujours faciles, franchement. Et là tu as quelque chose de quand même assez fluide et qui te permet de dire la personne, j'ai commandé sur internet, j'ai pas reçu mon truc, t'es là en mode merde, mais en fait faut que j'aille sur Shopify peut-être pour trouver la commande. Non, en fait tout est au même endroit. Et voilà. Et aussi ça vient sur la partie analytique, ça vient aussi compiler toutes tes stats. Par exemple, si on prend l'exemple de Tressé, on a dans le back-office toutes les stats sur la partie retail, des ventes de retail, les ventes web, et ça te permet aussi de compiler ton chiffre d'affaires très rapidement. Ouais, c'est ça. Plutôt que de dire du coup en fin de journée j'ai fait combien, machin. Tu et prends du coup, pas un Looker Studio pour faire tes analyses. Ouais, tu vois. Et du coup, tu dis, même d'un point de vue retail, tu dis ok, quelle vente j'ai fait cette semaine. Dans Shopify, tu as l'outil, tu fais les 7 derniers jours et tu vois direct. Tu vois. Donc c'est hyper cool. Tu peux faire un extract. Tu vas envoyer, c'est con, mais tu vas envoyer à ton comptable toutes les ventes qui ont été faites. Retail, e-commerce. Tu peux extraire directement toutes les ventes. Et lui, il a la notion POS ou fait sur web et il sait directement d'où vient la vente et tout. Quoi. Donc, trop pratique. Ouais. Ok. Et puis si on continue à dérouler un peu la suite Shopify, du coup, puisqu'on est sur le sujet. Shopify Markets. Avantages, inconvénients? Alors, encore une fois, je vais répondre la même réponse que tout à l'heure. C'est Ben qui est beaucoup plus expert là-dessus. On a fait tout un point. T'es où, Ben? Ouais, Ben, t'es où? Il bosse à ma place, tu vois. Moi, je fais des podcasts et lui, il bosse, quoi. Donc, merci, Ben, de me soutenir. Non, alors, honnêtement, juste si je peux me faire un peu d'auto-promo, mais c'est plus pour aider les gens. Mais nous, on a fait un podcast consacré à ça, genre il y a 2 semaines. Donc, enfin il y a 2 semaines. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous diffuserez ça, mais en tout cas, un des derniers épisodes du Shop des Titans, on pourrait aller voir. On parle, surtout Ben parle de ça en détail. Mais pour répondre quand même rapidement, il n'y a pas vraiment d'inconvénient en fait à Shopify Market. D'accord. Enfin, de mon point de vue, il y en a pas.
spécifiquement. Après, je sais qu'il y a des outils comme Globally qui permettent de faire aussi des choses encore plus poussées que ce que peut faire Shopify Market. Et après, pour en avoir discuté récemment avec eux, Globally, ils sont pas concurrents de Shopify Market. En fait, c'est que c'est un complément. Ils font plein d'autres choses supplémentaires que ne fait pas Shopify Market. Donc, ils gèrent la partie douane et tous ces trucs-là qui sont très relous. Mais non, c'est très très pratique quand même pour quelqu'un qui veut se lancer à l'international et qui était que sur la France et qui dit ok, je vais aller tester des marchés. Parce qu'en fait, honnêtement, en 10 minutes, tu peux paramétrer tes marchés pour les autres pays de façon assez poussée. Tu peux aller mettre des prix différenciés d'un pays à un autre. Voilà, merci. Tu peux définir des marchés en bulk, c'est-à-dire que tu peux définir que ton marché Europe hors France, c'est tous ces prix-là et t'as pas trop à te prendre la tête sur en Espagne j'ai ça, machin. Tu peux avoir des devises différenciées d'un pays à un autre, des systèmes de paiement aussi différenciés, etc. Donc non, pour moi c'est une très bonne solution. Maintenant la gestion des taxes est aussi un peu mieux faite. Quand je dis gestion des taxes, c'est dans le calcul de ces taxes au sein du site. Mais il vient pas faire les documents de douane et défrayer la douane pour toi, ce que fait Globally en prestation en plus. Mais donc non, c'est top si vous voulez vous lancer vite sur l'international, c'est bien. Et encore plus si vous n'êtes pas sur Shopify Plus. Parce que, et je viens de me rappeler que j'ai quand même complètement zappé de parler de ça, mais c'est un des points peut-être essentiels de Shopify Plus. Mais avec Shopify Plus, tu peux créer plusieurs boutiques aussi. En parallèle, alors que lorsque tu n'es pas sur Shopify Plus, tu dois tout gérer avec ta seule et même boutique. Après, ils ont développé des trucs quand même assez ouf, Shopify, donc Markets qui te permet de gérer ça, donc avec GeoIP aussi qui détecte ton IP et qui te dit ok, t'es en Belgique, t'es en Italie, machin, t'es aux US, du coup on te propose telle version du site. Mais Shopify Plus te permet quand même de différencier ton store Espagne, ton store France, ton store US, et tous les stores que tu souhaites avec des spécificités et notamment des équipes qui vont aller gérer de façon différente aussi ces stores. Et le dernier truc que je dirais, pour revenir un peu sur Shopify Plus sera très utile à partir du moment où vous avez des entités différentes sur une marque. Typiquement, si vous avez créé une marque en France, que vous dites ok, ça marche bien, je commence à faire plein de ventes aux US et que je crée une entreprise sœur aux US, si jamais ça marche pas, qu'elle se casse la gueule et tout, ça m'évite de défoncer ma boîte française. Et ben là, tu as intérêt à avoir ça parce qu'en termes de comptabilité aussi, tu as quand même intérêt à séparer tes deux entités parce que après ça va être un énorme bordel. Si tu as son comptable français qui gère tes ventes aux US avec tes équipes qui sont aux US, qui ont des salaires américains, etc. Bref. Donc à partir du moment où tu as des équipes dans d'autres pays, Shopify Plus est quasiment indispensable. Après, généralement, si tu commences à foutre une équipe dans d'autres pays, c'est que tu fais au moins les 3-4 millions dont je parlais tout à l'heure. Déjà un petit peu aussi là-bas. Donc voilà. Donc Shopify Markets, c'est top. Après, si les gens ont plus de questions, franchement, référez-vous au podcast qu'on a fait, parce qu'il est hyper complet. Et allez checker le shop des Titans, franchement, hyper cool, très quali. J'aime beaucoup. Ils vont couper tous les moments où je dis shop des Titans. Podcast concurrent. Non, justement. Justement, c'est comme ça qu'on crée des synergies. Donc, allez absolument checker le shop des Titans. Franchement, vous allez apprendre plein de trucs. On espère, on essaye. Et justement, donc, pour continuer sur Shopify, c'est quoi un peu, toi, les nouveautés que tu attends le plus sur la plateforme ? J'ai vu ta question. Enfin, tu m'avais envoyé quelques questions, dans celle-là, j'étais dit, qu'est-ce que je pouvais pouvoir dire ? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que là, la plateforme commence à être hyper complète. Mais quand même, pour répondre à ta question, les points sur lesquels on attend le plus Shopify, ça va être sur la partie le grand classique, les points de retrait des colis. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux l'avoir avant ta partie paiement, il faut forcément être sur Shopify Plus. C'est ça. Et il faut passer par du coup, les mini-applications dont on parlait et que tu connais très bien parce que vous en avez une. Enfin, vous avez en tout cas une API pour pouvoir le faire. Mais maintenant, des acteurs comme Big Blue, etc., ont ce genre de système. Donc c'est très bien. Maintenant, tu peux avoir ton système de colis avant de payer. Mais si tu es encore sur les forfaits qui ne sont pas Shopify Plus, tu seras contraint de passer par les systèmes classiques où ton choix du point relais sera après le paiement. Donc ça, c'est toujours un peu chiant, mais comme c'est un problème un peu
européen, mais voire même franco-français. Parce qu'aux US, ça n'existe pas, ça. Enfin, en fait, les distances, elles sont. Je sais pas si tu as déjà été aux États-Unis. Non. Les distances, elles sont énormes. Ouais, par exemple, tu vas pas te dire, je vais faire livrer un magasin qui est à 20 km parce qu'en fait. Donc en fait, ils n'ont pas ce sujet-là, ils font tout livrer dans tous les cas. C'est des frais de port qui sont quasiment systématiquement offerts assez facilement, etc. Donc c'est très très différent le marché américain par rapport à la France. Donc, mais la France commence à être un des marchés les plus importants pour Shopify. Hein. L'Europe. Harry disait que maintenant l'Europe c'était le deuxième. Et que ça avait grossi de 36%. Et je crois que c'est le 3e quarter, si je dis pas de bêtises, qui est au-dessus des 35%. Ouais, c'est possible. Donc ça commence à devenir huge. Ouais, j'ai vu son post tout à l'heure où il disait que c'était le deuxième, en effet. Mais donc ils font quand même très attention à la France maintenant, donc je pense que ça viendra un jour, mais bon, c'est toujours un peu l'arlésienne. Sinon, sur les autres points, ils ont développé un système qui s'appelle Shopify Subscription qui permet d'avoir un abonnement. Ouais. On peut le dire, on les aime bien, mais clairement pas au niveau. Aujourd'hui, par rapport à d'autres systèmes comme Recharge, mais même Recharge, tu vois, c'est encore perfectible. Mais bref, donc, du coup, ça c'était un peu décevant parce qu'en effet, Recharge, on s'en sert, on a des clients qui ont des abonnements et tout, mais on trouve que c'est pas encore l'idéal, c'est pas super bien intégré à Shopify. Ça commence à l'être mieux parce qu'ils se sont mis un petit coup de pression quand ils ont vu que Shopify sortait Subscription, je pense. Ouais, j'imagine. Mais c'est pas encore parfait. Après, tu vas avoir tout ce qui va être Shopify Bundle qu'ils ont sorti, qui est très cool, qui permet de gérer du bundle, mais qui permet pas de le faire non plus exactement comme tu veux. C'est un outil qui te permet de faire des produits qui ont plusieurs produits dedans, de pouvoir en enlever, en supprimer, etc. De pouvoir avoir des EN bien qualifiés pour chacun de ces produits, pour ta logistique, pour pas foutre la merde et tout. Donc ça, c'est cool. Il y a Wild Bundle aussi, je crois. Ouais, carrément. Je crois qu'il avait lancé ça et je sais pas ce que t'en penses. Je l'ai pas testé, mais je sais que c'est une solution. Alors honnêtement, on a sans doute dû le tester, mais moi, j'ai pas d'exemple en tête où on l'a mis. Mais oui, White Bundle, c'est quasiment certain, est plus performant que Shopify Bundle. Mais ce que je veux dire, c'est que Shopify a vocation quand même à aller adresser tous ces points en direct. Et c'est vrai qu'ils sortent des outils, ils font des annonces. Alors ils font plein de trucs. Honnêtement, je suis pas en train de dire qu'ils font rien parce qu'ils innovent tout le temps. Et honnêtement, ils font un taf de malade. Mais c'est vrai que du coup, ces outils-là peuvent être encore perfectionnés, mais ils le savent. Hein. Et à leur faveur, tu vois, par exemple, Shopify B2B, quand ils l'ont sorti, il était très basique. Et depuis, il a vachement évolué. Et Alinka, qui est la personne qui gère ça chez Shopify, on avait fait un call avec elle. Elle disait, les gars, si vous avez des demandes là-dessus de clients, mais vous me dites, et ils sont en capacité de t'écouter et de faire les modifs. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est cool. Donc ça, c'est quand même, pour une boîte comme Shopify, tu dis, c'est incroyable. Mais j'imagine que c'est un peu votre cas. Tu vois, tu dois sans doute avoir des big fish chez vous, des gros clients avec des grosses marques qui te disent ok, mais nous on aimerait bien ça comme fonctionnalité. Et là tu dis à tout le monde, les gars, faut qu'on fasse ça dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans un mois. Je sais que vous êtes hyper véloce sur vos sorties de produits. J'arrive plus à suivre d'ailleurs. Ouais, carrément, Et tu me disais tout à l'heure que vous avez des nouveaux trucs qui allaient sortir en plus, donc voilà. Mais bref, donc voilà un peu ce sur quoi je les attends sur les fonctionnalités pures. Harry, si tu nous regardes. Ouais, exactement. Je pense qu'il le sait en réalité. Je vais pas. Mais non, Shopify est assez complet en réalité aujourd'hui. Peut-être un accompagnement technique plus poussé, dans le sens où des fois, nous, on a des demandes auprès de l'équipe technique Shopify. Alors, ils sont assez réactifs en vrai. Hein. Mais c'est vrai que ils vont pas aller t'aider à pousser des sujets. Et en même temps, je dis ça, ils ont ouvert un service spécifique pour ça. On a déjà fait des échanges avec eux où ils t'aident sur des sujets très très importants. Donc par exemple, on est en train de développer une application de logistique pour un client qui est très très poussée pour de la précommande, un peu comme fait Asphalt, pour mieux gérer tes stocks. Mais qui est connecté à Shopify. Et du coup, ça, on a besoin de voir avec les équipes Shopify si réellement c'est réalisable, tu vois, et comment ça peut être faisable, sous quel temps, sous quel tarif et tout. Donc ça, c'est hyper cool. Bon, je pense qu'il y en a peu qui savent, mais c'est Coralie Delpha qui est très connue, qui gère notamment ce service-là. D'accord, qui était freelance Shopify à un moment. C'était ça. Et maintenant, elle est passée chez. Et maintenant, elle bosse chez Shopify dans la team tech. D'accord, ok. Et qui est brillante. Voilà. Ok, très cool. Et justement, donc on voit qu'il y a de plus en plus de migrations vers Shopify qui se font. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils un petit peu en tête pour les marques qui se posent des questions, qui veulent un petit peu aussi passer sur Shopify Ouais. Alors les conseils,
Bon, évidemment, c'est une période assez délicate et en même temps, ça se fait relativement bien. C'est-à-dire que tu as les systèmes aujourd'hui de migration un petit peu automatisés. Alors évidemment, tu cliques pas sur un bouton et tout se fait, mais il faut bien préparer ça. Il faut avoir conscience que va y avoir un temps d'adaptation sur la partie produit, notamment pour re-remplir les fiches produits, qui peut être assez important. Alors après, des systèmes qu'on met en place, comme Matrixify, ou après des PIM comme Quable qui te permettent de remplir tes fiches produits un peu de façon plus automatisée sans être obligé d'aller dans le back-office de Shopify pour aller remplir one by one les données. Mais en tout cas, il faut faire attention à ça. Il faut savoir que l'équipe opérationnelle de la marque, au moment de la refonte, va avoir, quoi qu'il en coûte, du temps à passer pour repenser le contenu du site, mais aussi le contenu des fiches produits. Parce qu'en fait, on vient casser les fiches produits, comme elles sont aujourd'hui sur PrestaShop, Magento ou WooCommerce, et on vient recréer une structure qui est complètement différente, où notamment on vient créer des métafiles qui viennent injecter des données, c'est pas vraiment des données, on va dire plutôt des éléments, du wording, des images, etc., que tu vas séparer. Ça va devenir des nouvelles colonnes de données que tu vas devoir remplir à un moment donné. Donc en fait, tu peux pas te dire je passe de PrestaShop où j'avais juste un titre, une description, à Shopify où j'ai un titre, une mini-description, 3 icônes. N'est pas la même, donc exactement. Donc ça, c'est généralement quelque chose qui est assez négligé dans les équipes, même quand on leur dit. C'est-à-dire prévoyez du temps à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il arrive assez régulièrement qu'on prévoit une date de lancement, on est prêt, on a prévenu quand même les clients avant, on les forme avant pour qu'ils commencent à remplir les fiches produits et ils ne le font pas. Et du coup, lancement, le site est prêt, mais eux sont pas prêts. Tu vois. Donc ça arrive. Mais ouais, il faut faire attention à ça. La partie SEO aussi, il faut faire très attention. Donc les redirections, évidemment. Ça, c'est assez classique, tout le monde le connaît. Attention au 404. Préparer cette page 404 si jamais il y a des erreurs. Bien faire attention à sa structure SEO aussi. C'est-à-dire que si tu t'es positionné sur des mots-clés et que tu as une très bonne position, il faut faire attention à te dire ok, on va pas tout révolutionner. C'est-à-dire que par exemple, quand tu passes de Wink à Loyoli, si tu as écrit Wink partout et que tu mets Loyoli partout sans te poser la question de quel impact ça va avoir, ça peut être compliqué. Après, c'est pas forcément sur le nom d'une marque, mais ça peut être des mots-clés. Tu vois, si tu dis que tu changes toute ta stratégie en même temps, tu peux avoir un impact. Si ton site est connu pour un sujet et que tu profites de la refonte pour dire plutôt notre sujet il est plutôt là, tu peux avoir aussi des impacts. Donc faire attention sur ton contenu. La solution pour ça, c'est d'essayer d'augmenter un peu le niveau de contenu de ce que tu as. Donc c'est en quantité mais aussi en qualité. Donc il faut en profiter pour le changer. Donc là typiquement le travail d'une agence SEO peut être assez intéressant à ce moment-là, mais si vous voulez pas vous compliquer la vie, en réalité c'est assez simple de savoir quels mots-clés il faut mettre à tel et tel endroit. Nous on accompagne aussi là-dessus. On fait pas des recherches de mots-clés, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre on va te dire dans les H1 il va plutôt mettre tel type de mots, dans les H2 plutôt tel type de mots, exactement. Mais qui sera pas forcément la perfection absolue parce qu'on n'est pas des experts SEO, mais par contre on va pouvoir conseiller là-dessus. Donc attention, description des photos, description alt, généralement c'est assez négligé. Ça aussi, ça peut avoir un impact. Attention au poids des photos que vous allez charger aussi, parce que tout ça aura de l'impact. Donc sur cette migration, il faut faire attention. Mais voilà, après, en réalité, on en fait, j'allais dire toutes les semaines, peut-être pas des migrations importantes, mais on va dire tous les mois, on en fait peut-être une. Donc on a alors, c'est pas pour faire de la promo sur Moon Moon et dire qu'on est géniaux, mais parce que ça doit être pareil chez nos confrères. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un truc de malade de dire ok, je passe de PrestaShop à Shopify, c'est ouf, faut que je fasse gaffe. Par contre, c'est le nombre en termes de coûts, quoi. Que se pose des questions en général. Et le nombre de pages. Le dernier truc que je pourrais dire, c'est le nombre de pages, faire gaffe. Là, je discutais hier avec une marque qui nous a contacté et qui dit sinon on peut simplifier notre site et on commence par un site avec moins de produits par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il était ok de se dire, il avait pas trop d'enjeux e-commerce parce qu'il fait aussi du retail et il disait on va faire comme ça. Je fais alors, je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'en effet, ça nous éviterait de partir sur une espèce d'usine à gaz de site avec 2000 pages. En revanche, ton site aujourd'hui qui a 2000 pages, si on le passe de 2000 pages à 50 pages, tu vas le sentir direct, pas le lendemain, mais genre dans les 2-3 mois, ton site, il peut faire un peu un petit down, quoi. Pas un flop, parce que c'est une grosse marque, donc voilà, mais tu viens un peu laisser tes concurrents te piquer de ton trafic. Clairement, quoi. Donc faire gaffe à ça. Même si tes pages sont pas dingues et que tu dis ok, mes 50 produits master best-seller, je fais très très bien, les autres
on fait un peu moins gaffe, on s'en fout, on fait des pages un peu plus basiques. Oui, tu peux, mais au moins, il faut que tu les gardes. Okay. Tu aies au moins des URL qui redirigent. Parce que si les gens se connectent à un produit sur lequel ils ont été et qu'en fait, ils arrivent sur une URL en 404, t'es là, what? Et en dehors du fait que les gens, c'est une mauvaise expérience client, bah, Google, il va direct voir que t'es passé de 2000 URL à 50, quoi. Ouais. Donc ouais, ça, faut faire gaffe. C'est peut-être même d'ailleurs, je sais que j'ai fini par ça, mais c'est peut-être le point principal au final. Ok. Ouais, c'est cool, on a couvert du coup un petit peu pas mal de sujets techniques là sur Shopify. J'ai très soif du coup. Vas-y, bois un coup. Hydrate-toi. Et du coup, ce qui va m'intéresser peut-être d'évoquer avec toi, c'est justement qu'est-ce qui se passe après du coup que tu as fait potentiellement ta migration, que tu as optimisé un petit peu tous les éléments que tu as évoqués, qui est passé peut-être sur Shopify Plus ou autre, le post-achat. Est-ce que toi, tu as un petit peu des recos, je sais pas, suivi livraison, sur les retours? Qu'est-ce que tu vois un petit peu de ton côté comme pratique? Tu parles du post-achat d'un client sur un site internet? Ouais, c'est ça. Ah ok, je pensais que tu parlais du post-refonte pour les clients. Non, sur le parcours client, une fois que l'achat a été fait, est-ce que toi, de ton expérience, côté expertise Shopify, les apps que vous installez, et tout ça, tu vois des choses qui se mettent en place pour fluidifier l'expérience client? Ouais, complètement. Alors c'est vrai que c'est un peu moins notre expertise le post-achat parce que il y a des acteurs un peu plus comme toi qui est beaucoup plus axé dessus, donc tu connais aussi bien voire mieux que le sujet que moi. Mais en effet, les choses qui sont hyper importantes, c'est faire attention. Le premier point, je vais pas parler de fidélité, mais je vais parler des retours. Ouais, carrément. Donc ça, je vais citer Baptiste Jamin de Crisp. Baptiste. Qui m'avait dit un jour, de façon très ça va être très con ce que je veux dire, mais ça m'a matrixé, tu vois. Il a dit, en fait, tu as tout intérêt à donner accès au maximum aux gens de l'accès à comment te quitter ou comment retourner un produit, etc. Parce qu'en fait, s'ils galèrent à faire ça, en fait, le jour où ils vont te quitter, ils vont te détester. Ouais, alors que, parce qu'il dit, tu vois, par exemple, Crisp, il dit, au début, notre produit n'était pas... il était déjà très bien, mais il n'était pas encore assez complet. Donc il y a des gens qui nous ont quittés. Donc nous dit ok, pour nous quitter, tu vas à tel endroit. Donc déjà, ça évite de perdre du temps à ce que le mec qui t'appelle pour dire je veux me barrer, j'en ai ras le cul. Donc il peut le faire. Vie sur Trustpilot. Exactement. Donc tu peux le faire à tout. Et pour les retours, c'est un peu pareil. Alors c'est pas exactement le même sujet, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même donner accès facilement aux retours, et notamment quand tu fais des vêtements. C'est le plus important, c'est quand tu as des trucs qui concernent la taille, un essai, etc. Il faut très, très simplement donner accès. Et je citerai, encore une fois, c'est pas de la pub, mais Babac, que tu dois bien connaître aussi, ils font ça super bien. Et je le dis d'autant plus que je m'en suis servi en tant que client. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool et très bien fait. Salut Raphaël. Et exactement, salut Raphaël, qui est hyper actif aussi en ce moment. Puis aussi Eline aussi, je crois, avec Mehdi. Ouais. Exactement, mais c'est vrai que j'ai discuté avec lui, j'ai pas discuté avec lui récemment, mais sa solution était top aussi. Mais je connais un peu plus Babac, donc j'en parle, mais voilà, Eline c'est cool aussi. Et bref, et du coup, ces deux solutions-là te permettent aussi, quand tu retournes tes produits, qu'on te propose de prendre un voucher plutôt que de retourner directement le produit, ou de prendre un voucher avec un petit bonus supplémentaire, tu vois. Et donc ça a un impact important, parce que plutôt que juste de retourner le produit, d'avoir un remboursement, tu donnes aussi la possibilité de garder cette vente. Et donc c'est canon. Donc il y a ça. Et puis je crois que ça t'évite aussi du coup tu vas payer moins de commissions, il me semble, du coup. Parce que du coup, ils considèrent pas ça comme un paiement. Ah oui, pour la vente. Comme ça, ouais. Ah ouais, ça je savais pas, mais peut-être en effet. C'est les petits arguments commerciaux. Il faudra que tu invites les gars sur le podcast pour qu'ils t'en parlent. Mais donc du coup, il y a ça. La partie emailing de façon classique, donc Klaviyo, ça c'est juste la base. Il faut vraiment, pareil, encore une fois. Désolé, j'ai bugué, mais du coup, juste pour que ça soit bien précis. Du coup, je crois que le vrai truc, c'est que quand tu fais un échange, et bien du coup, en fait, c'est pas considéré comme un nouveau process, un paiement qui est processé à nouveau. Et du coup, ça t'évite en fait de repayer la commission, soit Shopify Payments ou Payplug ou ceux qui gèrent le paiement de ton site. Quoi. Ok, ouais. Je ferme la parenthèse. Je ne savais pas ça. Et donc le deuxième point que je disais, c'était Klaviyo, donc la base, il faut absolument l'avoir sur ton site. Pareil, encore une fois, je suis pas un VRP de Klaviyo, mais vraiment c'est la meilleure solution aujourd'hui pour
pour faire de l'emailing assez facilement, de l'automation, etc. Donc ça fonctionne franchement très bien. Ne serait-ce que le back in stock qu'on met franchement maintenant quasiment dans 100% des sites, c'est automatisé. Si t'as pas de produit présent, on te propose de t'inscrire à une newsletter et ça marche très très bien. Pour les vêtements, j'en parlais encore une fois, ça marche très bien. Cocotte, typiquement, qui est un de nos clients, ils sont très souvent en rupture de stock parce qu'en fait ils sortent des batchs tous les mois, tu vois. Et du coup, en gros le 10 du mois ils ont plus de vêtements, quoi. J'exagère mais c'est quasiment ça, vraiment à peine. Et donc du coup le mois d'après, quand le jean de ouf ressort, quand t'as l'alerte, ils refont des ventes le premier jour, c'est des pics. Donc en gros leur vente ça fait vraiment des pics comme ça. Vous ne voyez pas parce que c'est un podcast mais c'est filmé. Donc peut-être que vous aurez vu ce petit mouvement de doigt pour me faire un petit graphique. Donc il y a ça. Après, tu peux avoir des outils comme Crisp aussi, qui sont pas forcément du post-achat, mais qui te permettent aussi de donner accès facilement aussi à des contacts sur le site si jamais tu veux poser une question de comment utiliser. En post-achat aussi, auquel on pense pas souvent, et ça c'est mon combat, mais depuis des années, voire des mois, mais ça commence à arriver, c'est la vidéo, c'est-à-dire proposer des tutos vidéo de vos produits, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que même des vêtements, ça peut paraître con, mais le fait de montrer comment l'attacher, machin, tu vois, alors je dis pas que c'est obligatoire pour les vêtements, mais tu vois, ne serait-ce que expliquer comment prendre, si on prend l'exemple de Dijon, elles le font maintenant, comment prendre ces gélules, à quelle fréquence, si jamais vous êtes malade, est-ce qu'il faut continuer à les prendre, etc. Le fait de faire de la vidéo, c'est hyper important, l'accès à une FAQ aussi, donc ça c'est hyper important. Et après... C'est des contenus, pardon de tout couper, mais que vous avez déjà probablement postés sur votre Instagram, qui sont déjà à disposition. Exactement. Et après, sans vouloir vous caresser dans le sens du poil, l'expérience ultime, après, c'est la partie fidélité qui est hyper importante. Parce que notamment une solution comme la vôtre, elle te permet d'aller relier les réseaux sociaux, justement la partie emailing, tous ces éléments-là sont centralisés là-dedans et ça te permet vraiment d'aller rebooster. Alors rebooster, c'est pas le mot que je cherche, plutôt réactiver tes clients lorsqu'ils sont absents de ton site, pour pouvoir les motiver à rester fidèles, etc. Donc voilà pour le post-achat. Après, tu as tout ce qui est évidemment retargeting, il y a 100 000 trucs, les réseaux sociaux. Mais voilà, après sur le site en tant que tel, ça c'est un peu les classiques qui vont te permettre d'avoir une bonne expérience. Et après, voilà, être accessible, je pense, je dirais, donc au travers d'outils en effet comme Crisp, etc. ou Gorgias, pardon, parce que je fais que citer Crisp depuis tout à l'heure. Gorgias, ils vont pas être contents. Désolé parce que je vais t'envoyer un message. Toi, Simon, tu dois faire genre trop gaffe à tout ce que tu dis. Si t'en dis un, tu veux pas dire l'autre. Enfin, faut pas oublier de dire l'autre, etc. En fait, tu connais tellement tous les outils maintenant. Parce que l'écosystème Shopify, c'est un organisme vivant. Ouais, exactement. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs. Et, je connais tous les outils, oui et non, mais j'en connais pas mal. Mais honnêtement, voilà, c'est pas pour toujours parler on vous embrasse tous, en tout cas, les gars. Oui, exactement. Non, mais Ben est beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Il connaît très très bien ces outils-là. Typiquement, tu vois, là, on est chez toi et tout, mais Ben connaît bien mieux Loyally que moi, tu vois, par exemple. Ben, mec, t'es où? Mais il viendra si tu veux. Il pourra faire dans un an le retour où il dira carrément l'inverse de ce que j'ai dit. Il dira non mais par contre Simon il a dit que des conneries. C'est possible que je pense 10% de conneries dans ce podcast. Hein. Donc sachez. T'inquiète pas, c'est la norme. C'est la norme. C'est la marge d'erreur. Non, cool, écoute, on a couvert pas mal au final du scope là. Et petite question en ouverture, donc avant de conclure, je voudrais juste évoquer rapidement l'IA. Donc voilà, l'IA, on en entend de plus en plus parler, etc. Toi, en gros, 2 questions. Première question, c'est comment tu vois un petit peu l'avenir du e-commerce avec l'IA sur ta partie à toi, ton expertise à toi sur Shopify. Est-ce que tu penses que Shopify va sortir des trucs en ce sens d'un côté, et d'un autre côté, est-ce que toi tu l'utilises à titre perso pour des process internes ou autres chez Moon? Alors ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par la dernière question. Sur les process internes, oui, ça nous arrive de s'en servir pour vérifier certains codes. De l'audit de code. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on met en place un code, on voit qu'il y a un truc qui n'est pas exactement ce qu'on souhaite. On dit OK, est-ce que tu peux vérifier, etc. Donc on fait ça un peu. Mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça, qui fonctionne très bien.
Mais spoiler alert, ça ne fonctionnera pas si vous demandez juste de faire le code pour vous. On a fait des tests. Non, mais par contre, ça marche bien quand même, non? Enfin, non, faut que tu repasses derrière, mais ça fait gagner vachement de temps. Ça marche bien. Bah, tu es en capacité de coder quand même pas mal de trucs avec une IA si tu le souhaites, hein, même sur Shopify en liquide. Okay. Mais bon, ça te fera pas un site parfait, très clairement, si tu le fais pas toi-même. Enfin, à date, hein, peut-être que dans 2 mois, ça sera différent et peut-être que je serai au chômage. Voilà. Donc voilà, en interne, on s'en sert pour ça. Moi, après, je m'en sers un peu des fois pour des contenus. Après, honnêtement, franchement, je passe quasiment à chaque fois derrière quand j'essaye un peu de faire de contenu. Généralement, c'est parce qu'il faut savoir, mon process pour LinkedIn, c'est que je me lève assez tôt le matin, à 6h45. Et de 7h à 8h, je prépare mon post tous les matins. Et du coup, des fois, au lieu de commencer à 7h, je commence à 7h50. Du coup, j'ai 10 minutes pour faire mon post. Du coup, je me dis, merde, putain, comment je peux faire? Donc, je cherche des trucs, j'essaye de soumettre le post pour que ça fasse un truc. En fait, ça fait toujours des trucs un peu pas ouf. Et ça, tu fais avec ChatGPT, avec un prompt que tu as toi-même designé? Ouais, exactement. Tu fais des trucs comme Magic Post ou... Non, j'utilise ChatGPT beaucoup. Après, moi, c'est très artisanal, LinkedIn, pour l'instant, ce que je fais. Donc, mais j'aime bien, je reste comme ça, c'est aussi bien, tu vois. Ouais, je pense aussi, donc voilà, moi, je m'en sers un peu comme ça. En interne, on s'en sert un peu faire de la vérification de code. Après, sur la partie e-commerce, c'est hyper large comme sujet. Shopify, je vais essayer d'être assez concis quand même. Shopify a développé plusieurs systèmes d'IA qui sont propres. Ça fait quoi au e-commerce. Il y en a plusieurs. Il y en a une, la première qu'ils ont sortie, qui te permettait de faire des descriptions produits automatisées. Donc en gros, comment ça fonctionne, c'est que tu soumets une mini description et eux viennent te le développer pour mettre un peu plus de mots-clés, etc. Tu l'utilises un peu pour le SEO au passage oui, je ne saurais pas dire exactement dans l'algorithme ce qui est pris en compte. Mais en tout cas, ça vient rajouter des mots qualifiés. C'est-à-dire, par exemple, sur Shopify, tu peux leur demander de te faire des sites un peu test. Et le plus connu, c'est en fait des ventes de planches de snowboard. Ah oui, on le connaît bien sûr. Voilà. Et du coup, ceux qui savent. Et je crois que la petite histoire, c'est parce que attends, j'ai peur de dire une connerie, mais c'est pas le premier site sur Shopify qui était fait, ou alors c'est parce que le mec qui fait les snowboards et il a lancé Shopify après. Je n'ai pas l'anecdote. Je n'ai pas l'anecdote. Donc tu m'as dit que je pouvais dire je ne sais pas, donc je ne sais pas. On en Harry. Et du coup, ça te permet bref, quand tu fais un test en disant écris-moi une description d'un snowboard rouge qui est en polyuréthane, etc., tu fais une phrase qui fait 20 mots, il te fait une description de 150 mots, par exemple. Voilà, peut-être si ça passe de 20 à 150 mots, ça va pas être méga quali, mais voilà. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. J'ai fait des tests, ça marche bien. Tu as la possibilité aussi de générer des IA sur des images produits, notamment pour des backgrounds. Donc, par exemple, tu as tes images en PNG. On va reprendre le snowboard. Tu as un snowboard en PNG détouré. Tu dis, j'aimerais bien mettre un background avec une montagne, avec un fond, un lac, machin, à la tombée du jour. Et il te fait un background comme ça. Ouais. Je savais pas ça. Ça, c'est déjà actif. Donc ça, je ne l'ai pas testé, pour être honnête. Mais en tout cas, ils ont sorti ça récemment. Donc il y a ça. L'autre point IA qu'a sorti Shopify, c'est quelque chose qui s'appelle Sidekick. Je crois qu'il est en bêta test. Enfin, ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais qui n'est pas encore 100% opérationnel et je ne sais même pas si on peut y accéder. J'ai pas vérifié récemment, mais en tout cas, Sidekick est censé, dans ton back-office Shopify, te créer des choses automatiques pour toi. C'est-à-dire, tu dis, écoute, Sidekick, est-ce que tu peux me dire quelle est ma conversion moyenne sur les 37 derniers jours? Et il va dire, votre conversion moyenne, elle est là. C'est cool, ça. Est-ce que tu peux me sortir les stats sur les ventes du Black Friday qui a eu lieu entre le 31 mai et le machin? Tu lui poses une question. Est-ce que tu peux me créer un coupon de réduction de moins 20% pour tel produit? Donc ça, tu le fais dans un chat. Et lui, il te dit, OK, j'ai créé un coupon qui est actif dès maintenant. Voilà le truc. Trop bien. Donc tu as plein de trucs comme ça, c'est hyper intéressant. Même pour nous, en tant que développeurs, c'est assez intéressant parce que Shopify fait des mises à jour très régulières et des fois, on découvre des trucs... J'en discutais hier soir à la soirée où il y avait justement Harley
Je l'appelle Harry depuis le début, mais il s'appelle Harley en fait. Je pensais que tu disais Harley, tu vois, si tu peux le dire aussi comme ça. Je pense. On fera comme ça. On va dire que tu avais dit ça. Et du coup, je discutais avec Younes Itkabas, qui est assez connu, qui est aussi vachement intégré, qui est très très intégré même d'ailleurs dans l'écosystème Shopify. Et discuter avec ses associés, il disait mais c'est hyper dur en fait de suivre toutes les évolutions de Shopify. Il dit c'est vraiment un taf à temps plein. Et bref, et du coup ça te permet au travers de ce sidekick de pouvoir être un peu plus au courant aussi des nouveautés, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Et ils sont encore en train de développer des choses. Sans parler d'IA propres au sein de Shopify, ils ont développé des IA qui permettent de compiler les données de ton site avec les données d'autres sites Shopify pour pouvoir être plus performant en retargeting marketing, tu vois, par exemple. Waouh. Et j'ai pas le nom du système, mais en tout cas il a un nom qui s'appelle non, j'ai oublié, je ne vais pas le retrouver, mais vous le trouverez. En gros ça permet de prendre les stats un peu de tous les sites de e-commerce, notamment ceux qui se rapprochent de ta cible, et de te permettre d'être plus performant sur le retargeting. C'est cool. Donc ça c'est pas, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est pas actif en France encore, comme pas mal de choses, mais en tout cas c'est ce qui arrive. D'accord. Et après sur la partie IA plus générale, évidemment sur la partie SEO, surtout en ce moment, tu as des trucs de dingue à faire. Si tu veux optimiser ton positionnement SEO, franchement, tu peux utiliser des outils comme Reboom, que j'ai découvert récemment. Tu connais ? Non, pas du tout. C'est assez ouf. C'est une application qui te permet... Enfin, c'est pas une application, je dis n'importe quoi, c'est une solution SaaS. C'est matrixé. Ouais, pardon. C'est une solution SaaS qui te permet de rentrer un thème. Tu dis, moi, j'aimerais bien communiquer là-dessus, et il te sort 10 articles sur ces thèmes. Donc, il vient scraper tout le web et il vient de créer des articles. Tu les copie-colles, tu les fous dans ton blog, et... Donc c'est assez dingue. J'ai fait des tests, moi, un peu pour nous, sur le CRO, etc. Tout n'est pas parfait. Je les ai pas postés parce que pour une question d'image, on s'est dit, bon, ça se voit clairement que c'est fait par une IA, on va peut-être pas faire les cochons. Mais en vrai, si tu t'en fous un peu de ton image, tu peux faire ça, tu vois. Et peut-être, honnêtement, qu'on testera. Moi, je serais assez chaud pour tester, juste voir un peu ce que ça donne. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment exploser, notamment si tu arrives sur un marché concurrentiel, moi, clairement, je fais ça direct, tu vois, pour tester l'outil. Parce que c'est à ça que sert le blog. Hein. C'est pas là où tu as ton plus gros trafic, honnêtement. Donc, ça sert par contre à te positionner au niveau référentiel. Et puis, voilà, c'est un peu ce que j'ai là en tête, mais il y a plein d'autres choses aussi encore. C'est sans fin. Tu as la partie chatbot, donc Gorgias Crisp, qui te permet aussi d'avoir des assistants beaucoup plus poussés. Demain, quand tu auras des questions sur ton système de fidélité, tu auras sans doute une IA qui va te répondre. Je crois pas si bien dire. Tu vois, j'ai deviné la nouveauté qui arrive la semaine prochaine. Et beaucoup plus. Et voilà, mais j'en suis sûr. Non, mais voilà, donc du coup, c'est assez logique que tout le monde mette ce genre de choses en place. Donc ça va être inondé. Là, 2024, ça va être... Allez, ça va peut-être pas être l'année de l'IA, peut-être 2025, mais ça va démarrer très très vite en 2025. Alors c'est déjà un peu, on en parle, tu vois. Mais il y a les cas concrets, très clairs, en mode c'est sûr, il faut que tu mettes ça en place avec de l'IA sur ton site, c'est pas encore arrivé pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te dis, voilà les cas d'IA, mais en fait c'est pas systématiquement qu'on intègre de l'IA dans nos process aujourd'hui. Alors peut-être qu'on est déjà largué, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas 2025, c'est sûr que si t'as pas de l'IA dans tes process, t'es mort. Non, je comprends. Quel que soit ton métier. C'est sûr. Eh ben, écoute, plutôt pas mal, hein, je pense, comme conversation. Je sais même pas à combien de temps on est, Maxime. Et ben là, on est presque à En gros, ça fait une bonne heure, je pense. Une bonne heure. Plus que ça, ça fait 2 heures en fait. En fait, il est 21h là. Merci, mec. Très cool. Et pour finir, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Simon ? Eh ben, la façon la plus simple de me retrouver, c'est sur LinkedIn. Donc, Simon Lefebvre, Shopify Expert. C'est dans mon nom directement, comme ça, c'est plus simple. Et ouais, ça va le devenir. Les gens vont penser que c'est mon nom de famille. Et puis, non, après, sinon, moon-moon.fr. Et voilà, je pense que vous pouvez assez facilement me retrouver. Et le podcast, merci. Oh là là, c'est sympa. Et oui, le podcast du Shop des Titans, merci. Et notre chaîne YouTube aussi. Donc, notre chaîne YouTube, c'est Moon Shopify Agency. Parce qu'on cherche des clients aussi étrangers. Donc voilà, où on a aussi notre podcast qui est diffusé comme vous en vidéo, et on fait aussi des tutos, et d'ailleurs ça va être un gros sujet, et nous aussi on a des nouveautés qui vont arriver, et dans les mois qui viennent on va largement accélérer sur YouTube et sur les tutos pour aider les gens, parce que c'est ce qui plaît. C'est d'ailleurs pour ça que le Shop des Titans, ça se transforme de plus en plus en effet un podcast sur lequel on fait des conseils.
Ouais, très cool. Et je vous conseille de faire ça d'ailleurs, d'alterner, tu vois, interview, conseil sur la fidélité, ou en tout cas sur le marketing, le web marketing peut-être, ce genre de choses, c'est cool. Ok, mais ben écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, merci beaucoup Simon pour ce moment. Merci à vous, merci Joseph, merci Maxime.